L'entrée triomphale du Christ à Jérusalem a été commémorée aujourd'hui dans les églises. C'est la fête des rameaux. Demain s'ouvre à Abidjan la 6e conférence annuelle conjointe des ministres de l'économie et des finances de l'Union africaine en présence du chef de l'État et de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Mme Zuma. Coup d'État en Centrafrique, la capitale Bangui est aux mains des rebelles du Seleka qui occupent le palais présidentiel. Le président Bozizé est en fuite. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal à coup d'État en Centrafrique. Les rebelles de la coalition Seleka ont pris ce dimanche le contrôle de Bangui au terme d'une offensive éclair lancée pour renverser le président au pouvoir depuis 10 ans, François Bozizé, qui a fui la capitale. Les rebelles du Seleka occupent le palais présidentiel. La France, ex-puissance coloniale, a confirmé que le dirigeant centrafricain est bien parti sans indiquer sa destination. On parle pourtant d'Afrique du Sud, la France qui appelle toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue. Les rebelles centrafricains sont les nouveaux maîtres de Bangui. Une offensive éclair lancée ce dimanche matin à 8 h locales. En 1 heure à peine, le mouvement de la Seleka contrôlait le palais présidentiel, la télévision nationale et toute la capitale. Aucune résistance, aucun combat. Autour de Bangui, les troupes sud-africaines, déployées depuis la crise de janvier, ont laissé passer les rebelles de la Seleka. Les soldats centrafricains sont, eux, terrés dans les casernes. À Bangui même, c'est l'anarchie. La population vit retranchée dans la peur des pillages. Il y a beaucoup de pillages en ce moment dans pratiquement tous les quartiers résidentiels de la ville. Je ne peux pas vous dire que ce sont les éléments de Seleka. Il y a une bonne partie des jeunes qui rentrent dans certains édifices et qui s'emparent de ce qui peut trouver, congélateurs, appareils électroménagers, ordinateurs. Il est regrettable que de Seleka, une coordination qui pourrait sécuriser les quartiers pour éviter les pillages. Ce dimanche, en début d'après-midi, aucune présence à Bangui des militaires de la force sous-régionale FOMAC, soldats français pourtant stationnés près de la capitale. De là à penser que le président centrafricain n'a plus aucun soutien, il n'y a qu'un pas. François Bozizé a d'ailleurs fui Bangui, information confirmée par Paris. Il y a 2 mois, il avait réussi in extremis à sauver sa tête en signant des accords de paix à Libreville avec la rébellion. Mais depuis, ces accords n'étaient toujours pas appliqués. Cette fois, la rébellion a décidé de le chasser du pouvoir. Voilà, l'information principale de ce journal, c'est ce coup d'État en Centrafrique. Le président Bozizé est en fuite. Les chrétiens catholiques célèbrent l'entrée triomphale de Jésus en Terre Sainte à Jérusalem. C'est la fête des rameaux. Elle a été célébrée dans toutes les églises du monde, à l'église Saint-Ambroise Mavigne de Cocody-en-Gré, sous la présidence de l'abbé Ibogwa Maurice de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Il a exhorté à cette occasion les Ivoiriens et les habitants de la Côte d'Ivoire à cultiver l'amour et à fuir la méchanceté et l'hypocrisie. Reportage Honorine Agnigori. La fête des rameaux, fête de la liberté, marque l'entrée triomphale de Jésus en Terre Sainte à Jérusalem. Il fut accueilli et célébré par les chrétiens catholiques qui brandissaient des rameaux. Cette fête marque le début de la Semaine Sainte, semaine où Jésus est arrêté, crucifié et mis au tombeau le vendredi saint pour ressusciter à Pâques. Cette fête a été célébrée avec faste à l'église Saint-Ambroise Mavigne de Cocody-en-Gré. La fête des rameaux, c'est la fête de la liberté. Parce que Jésus, qui habituellement refuse de se faire acclamer et qui passe et qui vit dans l'humilité, lavant les pieds de ses serviteurs, ce Jésus-là accepte à la fête des rameaux de se faire acclamer. Aujourd'hui, jour des rameaux, et dans notre temps, nous actualisons pour nous ce mémorial du triomphe du Christ sur Jérusalem. Par là, nous voulons célébrer la vie et demander par là même au Prince de la paix, Jésus-Christ, d'apporter la paix au cœur des Ivoiriens, d'apporter la paix et l'unité au peuple ivoirien qui en a faim. Les fidèles, quant à eux, se réjouissent
de la célébration de cette fête des rameaux, qui est également une occasion pour eux de se réconcilier, de les amener à l'entente et à l'amour. Cette fête de rameaux représente pour nous la renaissance, le renouvellement, le pardon. Et si vous voyez bien dans le cheminement, c'est maintenant que nous sommes préparés à accueillir la Pâque. La Semaine Sainte, dernier virage du temps du carême chrétien, temps de prière, temps de partage, de pénitence et de conversion, nous invite à nous ressaisir afin de marcher dans les pas du Christ pour ressusciter avec lui à Pâques dimanche prochain. À Yamoussoukro, la rentrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem a été célébrée à la basilique Notre-Dame de la Paix. À cette occasion, les fidèles catholiques ont confié la Côte d'Ivoire à Jésus-Christ par l'entremise de la Vierge Marie, la sainte patronne de la basilique de Yamoussoukro, pour la réconciliation et une paix durable dans notre pays. C'est ce que nous dit Kouadi Kwame. Suivez plutôt. À la basilique Notre-Dame de la Paix, la fête a débuté par une importante procession. Le dimanche des Rameaux marque la rentrée triomphale de Jésus-Christ de Nazareth à Jérusalem. En cette période, le Fils fait un avec la Mère. Venus de toutes les régions de Côte d'Ivoire et de certains pays d'Afrique, les chrétiens catholiques ont pris d'assaut la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, dans la foi et dans la communion des esprits, pour consacrer la Côte d'Ivoire à tout entière au cœur immaculé de Marie, sans péché, mise à part et préférée de Dieu, Marie mère de la charité chrétienne pour le salut de l'humanité. On fait cette fête des rameaux avec Marie, mère de la charité chrétienne, pour acclamer son fils Jésus et lui confier notre pays et tous ses habitants pour que la paix revienne définitivement en Côte d'Ivoire. Nous pouvons tout faire, mais si Dieu n'est pas avec nous, tout ce que nous faisons ne peut pas réussir. Et donc nous venons confier le pays à Dieu à travers Marie qui intercède pour nous dans un esprit de paix, dans un esprit de réconciliation, dans un esprit de dialogue fraternel. Les fidèles catholiques nourrissent le secret espoir que leurs prières porteront fruit. Nous sommes tous convaincus que la Vierge ne parle pas en l'air. Je suis témoin vivante de son apparition. J'ai foi en la prière de tous les Ivoiriens pour que nous retrouvons la paix en Côte. La fête des Rameaux se situe dans la droite ligne de la célébration de la Pâque. Tous les fidèles chrétiens espèrent en la résurrection de la Côte d'Ivoire avec le Christ qui a vaincu la mort. L'église Aris de Côte d'Ivoire célèbre son centenaire. Plusieurs activités marqueront cet anniversaire, notamment des prières d'évangélisation, des séminaires de formation, des pèlerinages. La cérémonie de lancement a eu lieu dimanche dernier à Bingerville. Reportage Beckett Aliko, Maïsako. 1913-2013. 100 ans que l'Église du Christ, Mission Aris, existe. Le centenaire de la communauté ariste sera marqué par plusieurs activités spirituelles, scientifiques et culturelles. 100 ans dans la vie d'une église, c'est beaucoup. Il est important qu'on marque un temps d'arrêt pour réfléchir sur le bilan de cette gestion-là. Les acquis, il faut les consolider. Le patriarche de la communauté ariste a exhorté les fidèles à être humbles comme le Christ et à pardonner. Nous sommes des frères, rien ne doit nous séparer. C'est notre solidarité, notre cohésion, la confiance qu'on doit recréer en notre sein pour faire avancer cette œuvre. La Côte d'Ivoire va renaître de ses cendres et meilleure qu'avant. La cérémonie a été marquée par la remise du document du centenaire et la présentation de la banderole. Les activités marquant les 100 ans de l'Église vont contribuer à améliorer la gestion de son patrimoine et accentuer la formation des fidèles. La cérémonie d'ouverture du centenaire de la communauté ariste aura lieu le 27 juillet 2013 et s'étendra sur 3 ans. Pâques, personne ne l'ignore, est une fête qui occasionne des déplacements massifs de population, faisant accroître le taux d'accidents de la circulation. Pour cette année 2013, le ministère des Transports, à travers l'Office de sécurité routière, entend contribuer à limiter les dégâts. Lozère a donc lancé aujourd'hui sa campagne dénommée Pakinou, zéro accident. Léon Brou. Encombrement de pare-brise, usure de pneus, surcharge, excès de vitesse. Des causes d'accidents de la circulation déconseillées aux usagers de la route. Pareil pour l'alcool, la fatigue et le téléphone au volant. La campagne Pakinou zéro accident pour réduire les accidents de la circulation à l'occasion de Pâques démarre au corridor de GESCO
à Niama et Gonzagueville dans le district d'Abidjan. L'équipe de sensibilisation conduite par le directeur de cabinet adjoint du ministère des Transports et le directeur général de l'Office de sécurité routière OSER a conseillé notamment le port de la ceinture de sécurité, l'alcotest, le test pour connaître le taux d'alcool chez le conducteur. C'est une très bonne chose parce que ça met toi-même ta vie en sécurité, tous ceux qui sont dans le véhicule aussi en sécurité, y compris même les voisins qui viennent en face de nous. Même si lui, il est déjà fatigué, moi étant lucide, je le vois de loin, je peux éviter. Au centre de la campagne Pakino Zéro Accident, la préservation de la vie humaine. L'OSER n'entend donc pas que sensibiliser. Il suffit qu'un seul usager ne respecte pas le code de la route pour qu'il y ait des accidents. Donc nous pensons que le temps est venu pour renforcer également la répression, pour sanctionner les automobilistes qui sont en infraction. Lancée ce samedi, l'opération Pakino Zéro Accident s'adresse aussi bien aux conducteurs, passagers, piétons qu'aux propriétaires de véhicules de transport en commun. Elle s'étend sur toute l'étendue du territoire et va s'achever le 2 avril prochain. L'invitée de ce 20h est la ministre chargée de l'économie et des finances, Mme Niale Kaba. Elle est sur notre plateau. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir, Madame. Que j'aurai le plaisir d'interroger dans quelques instants. Mais avant, les économistes africains au chevet du continent, pendant 2 jours, les ministres de l'économie et des finances, de la planification et du développement vont plancher à la recherche de nouveaux repères devant donner un coup de pouce au développement économique et social du continent. Cette 6e réunion annuelle conjointe s'ouvre demain lundi en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. L'Afrique se porte économiquement bien. Le taux de croissance enregistré en 2012 est de 5% contre 2,2% pour l'économie mondiale. Seulement, cette embellie reste soutenue par des productions agricoles et minières brutes. Pourtant, le continent veut jouer dans la cour des grands. Alors, question, comment réussir la transformation structurelle des économies africaines? Comment répercuter la croissance dans le quotidien des populations de sorte à donner un sens au développement? Plus de 800 experts et ministres sont à Abidjan, devenus pour l'occasion la capitale économique du continent, afin de trouver l'inspiration nécessaire à ces préoccupations. Le président a tenu à être là lui-même pour s'adresser à tous nos partenaires qui viennent, notamment l'Union africaine, la Commission économique pour l'Afrique, mais de nombreuses agences du système des Nations Unies. Nous aurons donc 4 thèmes. Accélérer l'industrialisation en Afrique. À cette plénière participera le Premier ministre qui aura à intervenir pour donner un peu la vision de la Côte d'Ivoire. Il y en aura donc 3 autres, l'une sur l'industrialisation et transformation structurelle en Afrique, la deuxième sur la planification de l'industrialisation et la dernière sera donc relativement au financement de l'industrialisation en Afrique. Pendant 2 jours, lundi et mardi, se tient au bord de la lagune Ébrié la 6e réunion conjointe de la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique de la Commission économique pour l'Afrique, CEA, et de la conférence des ministres de l'économie et des finances de l'Union africaine, UA. La déclaration d'Abidjan, justement, aura trait au financement de l'industrialisation. Parce que nous voulons ici, par exemple, transformer le cacao. Mais nous n'avons pas les moyens pour transformer le cacao. Nous voulons attirer le secteur privé. Quelquefois, c'est un partenariat public-privé. Donc, il faut que ceux qui pensent que l'Afrique est donc promise à des lendemains meilleurs puissent, avec nous, voir les moyens d'engager les chantiers de l'industrialisation de manière pérenne et à notre profit. Quelle est la zone d'opération de chaque institution? La CEA mène des études sur les grandes questions d'intégration. Il appartient par la suite à l'UA de prendre le relais pour plaider la mise en œuvre des résultats des études. L'organisation conjointe de ces 2 conférences vise une harmonisation des actions pour une meilleure planification et un financement efficace des projets de développement. Le reportage était signé Adama Kone. Abidjan abrite donc dès demain la 6e réunion des ministres de l'économie et des finances, de la planification et du développement économique de l'Union africaine.
au centre des travaux l'industrialisation du continent. C'est-à-dire, est-ce à dire que les enjeux de cette rencontre sont énormes, Madame la ministre? Merci, Madame, de nous donner l'occasion donc de situer l'importance de cette conférence, de cette rencontre donc auprès des Ivoiriens. Il faut dire que la Commission donc de l'Union africaine et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique ont décidé de conjuguer leurs efforts pour mieux accompagner le développement, pour mieux accompagner le continent africain dans son processus de développement économique et social. Et dans ce cadre-là, ils ont convenu depuis 6 ans de se rencontrer annuellement. Ils ont convenu donc depuis 6 ans de se rencontrer annuellement pour pouvoir mieux conjuguer leur politique. Tout à l'heure, le reportage l'a dit. Il s'agit d'une rencontre donc de la conférence des ministres de l'économie et des finances de l'Union africaine et de la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement de la Commission économique de l'Afrique des Nations Unies. C'est dire que c'est eu égard aux sommités, eu égard aux enjeux. Il s'agit donc d'une rencontre très importante qui va permettre de définir des stratégies de développement industriel pour nos pays. L'industrialisation au service de l'émergence, c'est le thème qui sous-tend les travaux. Madame la ministre, l'Afrique repense-t-elle son approche au développement? Il faut dire, Madame, que tous les gouvernements africains, chaque année, élaborent des politiques de développement. Nous avons nos ministères de la planification dans leur approche du développement, dans la planification, donc la projection de l'évolution de nos économies, élaborent des politiques d'industrialisation. Bien entendu, cela fait maintenant quelques décennies que nous avons au niveau africain acquis l'indépendance politique, mais il faut dire que le secteur industriel demeure un secteur mineur. Pour prendre le cas de la Côte d'Ivoire, nous savons par exemple qu'aujourd'hui la part du secteur industriel hors BTP n'est que de 16% dans le produit intérieur brut, 16,6% à l'horizon 2013. C'est très faible. C'est très faible. Et donc, il s'agit en fait de mettre en commun nos réflexions pour voir comment est-ce que de façon concertée, nous pouvons aller de l'avant et accélérer le processus. Mais pour la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a des mesures incitatives à la transformation des produits locaux? En d'autres termes, comment le gouvernement entend accompagner les initiatives privées en la matière pour qu'on puisse avoir des produits made in Côte d'Ivoire, plus de produits made in Côte d'Ivoire? Vous avez raison. Vous avez raison. Le gouvernement s'y emploie. Vous savez que nous avons un fort potentiel dans des secteurs tels que le textile, tels que l'agro-industrie, secteurs dans lesquels nous avons déjà, je pense que la Côte d'Ivoire a déjà fait beaucoup d'efforts. Mais bien entendu, il faut aller plus loin. Il faut permettre que cette industrialisation s'approfondisse dans ce secteur-là et qu'il s'étende à d'autres secteurs. Et pour ce faire, le gouvernement s'emploie d'abord à améliorer l'environnement des affaires. Améliorer l'environnement des affaires en simplifiant les procédures, en réduisant les coûts et en mettant en place un certain nombre, on va dire, un certain nombre de facilitations pour tous les entrepreneurs qui désirent venir en Côte d'Ivoire pour rendre notre marché plus compétitif. Et en fait, c'est des stratégies pour attirer les financements vers la Côte d'Ivoire. Il y a également les infrastructures d'appui. On a un réseau routier qui est assez dense, que le gouvernement s'emploie à entretenir en réfléchissant d'ailleurs à des stratégies d'entretien à long terme et à étendre pour permettre aux investisseurs, donc pour faciliter les échanges des investisseurs. Nous avons un port qui est l'un des meilleurs de la sous-région. Nous avons un secteur téléphonique et électrique qui est un secteur important, assez développé. Vous avez vu tous ces investissements ces dernières années pour assurer la pérennité de la fourniture de l'électricité et bien d'autres. Et il y a la question cruciale des zones industrielles qui se font de plus en plus rares
et le gouvernement a un projet important donc, de développement des zones industrielles. Il faut dire que ces dernières années, avec l'appui de l'ONUDI, le gouvernement est en train de monter un programme national de restructuration et de mise à niveau des entreprises existantes. Et on est également en train de mettre en œuvre un programme d'appui à la petite et moyenne industries, notamment au niveau de la maîtrise, des coûts, en vue d'améliorer leur compétitivité. Donc, madame, en gros, c'est les stratégies que nous faisons, que nous menons, et nous pensons que nous pouvons densifier, améliorer ces stratégies à la suite donc de ces rencontres, des rencontres qui vont avoir lieu à partir de demain. Voilà, mais l'émergence de la Côte d'Ivoire est prévue dans 7 ans, l'horizon 2020. Comme le dit très souvent le président de la République, quelle sera la place de l'industrialisation dans ce projet? Vous avez parlé de 13% de taux d'industrialisation, ce qui est assez faible. Vous visez quel pourcentage? Alors, vous savez, c'est 16% actuellement, et nous pensons qu'il faut rapidement dépasser 20%. Nous pensons que d'ici là, on aura 20%. Il faut dire que les 16%, c'est hors BTP, et que si nous ajoutons le secteur des BTP, c'est un débat d'économistes, on atteint quand même les 20%. Mais hors BTP, je pense que nous aspirons à atteindre rapidement les 20%. Voilà, avant de vous donner rendez-vous en 2020, doit-on s'attendre à une politique commune d'industrialisation où chaque pays devra tirer les enseignements pour ajuster ses politiques en la matière à l'issue de cette rencontre? Écoutez, madame, vous posez le problème crucial de... comment on va dire ça, le programme crucial de l'intégration de nos économies. Oui. Il est évident que ce genre de rencontre permet d'élaborer des politiques qui sont complémentaires, des politiques où chacun des pays peut apporter ses atouts au développement du continent. Bien entendu, nous n'avons pas tous les mêmes points de compétitivité. Certains pays ont des avantages comparatifs dans certains secteurs, oui. Et c'est tout ça que nous allons regarder, voir dans une politique intégrée, dans un ensemble intégré, comment est-ce que chacun peut apporter quelque chose et accélérer le développement industriel du continent. Voilà, votre dernier mot, Madame la Ministre, avant la rencontre de demain. Écoutez, le dernier mot, je voudrais surtout dire aux Ivoiriens qu'il s'agit là d'une rencontre importante qui honore notre pays. Nous avons plus de 50 pays dont les ministres de l'économie et des finances et les ministres du plan sont présents en Côte d'Ivoire. Nous avons les gouverneurs de plus de 17 banques. Nous avons les plus hauts responsables du système des Nations Unies. Et nous pensons que c'est une rencontre qui à la fois honore notre pays et le repositionne dans le concert des nations, donc en forte émergence. Je voudrais dire, relancer donc l'invitation qui est faite à l'ensemble du corps diplomatique. Bien entendu, les pays africains sont là, mais tout le corps diplomatique est invité à la cérémonie d'ouverture qui sera présidée par le président de la République lui-même. Demain matin, à 9h, à l'Hôtel Ivoire. Et bien entendu également à la cérémonie de clôture et enfin au dîner qui sera donné à nos hôtes demain après-midi, demain soir. Voilà, il faut rappeler aussi que la présidente de la commission de l'UA, Madame Zuma, sera également présente. Madame Zuma nous a fait l'honneur d'être là. Elle est arrivée hier. Elle sera présente donc à ces assises. Voilà, merci beaucoup Madame la Ministre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je recevais Madame Niali Kaba, elle est ministre chargée de l'économie et des finances. Merci, madame. On poursuit. Le Conseil des ministres statutaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine était en séminaire hier samedi pour éplucher les résultats des travaux d'un panel de haut niveau sur l'élaboration d'une vision de long terme de l'UEMOA. Adama Kone pour les détails. L'Union économique et monétaire ouest-africaine veut passer à la vitesse supérieure dans le processus d'intégration. Elle se donne ainsi les moyens de mieux cerner les enjeux et défis dans les 10 prochaines années en apportant des réponses aux facteurs qui fragilisent les grands chantiers intégrateurs. C'est tout le sens du séminaire ministériel sur l'élaboration d'une vision de long terme tenu ce samedi à l'agence de la BCEAO d'Abidjan. Séminaire qui a pour matière première les travaux du panel de haut niveau qui s'est déjà réuni à 6 reprises.
Les résultats de nos travaux permettront de consolider le socle du processus d'intégration afin de l'ancrer dans le quotidien des populations de notre espace communautaire. Selon le président du Conseil des ministres statutaire Tina Koulibaly, le séminaire vise 3 objectifs. D'abord, l'actualisation et l'enrichissement des analyses et recommandations du panel. Cet exercice terminé, il leur reviendra ensuite d'adopter une feuille de route dont les modalités d'exécution seront enfin confiées à un comité d'experts. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a échangé hier avec une délégation coréenne, la délégation du groupe Dongsan Engineering, qui était conduite par le président du groupe. Au centre de l'entretien, le transport ferroviaire urbain. Compte rendu, Hugues Blé. Le groupe Dongsan Engineering, conduit chez le Premier ministre par son président Dongman Kim, souhaite accompagner le gouvernement dans le développement de son projet de train urbain. Le gouvernement, soucieux d'améliorer significativement l'offre du transport à Abidjan, a décidé de mettre en effet en œuvre une nouvelle politique. De la mise en œuvre d'un service de train urbain, il a été question pendant l'audience accordée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan au groupe coréen Dongsan Engineering. Dongsan vient d'exposer à Monsieur le Premier ministre le projet de construction d'un train urbain sur la ligne Anyama jusqu'à l'aéroport, qui représente un investissement de 500 millions d'euros et a insisté sur la réalisation déjà des études permettant de commencer rapidement ces travaux de façon à ce que d'ici à 2017, sur la partie Abobo-Marcory, ce train urbain puisse être en état de fonctionnement. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération du Royaume du Maroc, Saad Eddine El Othmani, et le ministre ivoirien, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi Kofi, ont conjointement rendu compte des séances de travail qu'ils ont eues en présence du chef de l'État au cours de la visite d'État du roi Mohamed VI en Côte d'Ivoire. Ces rencontres ont été marquées par la signature d'accords qu'ils ont validés, tout cela suivi d'un point de presse. Le point avec Aïm Gori. Pour le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères ivoirien Charles Kofi Dibi, il a été question de valider les accords signés entre la Côte d'Ivoire et le Maroc en vue de mieux préparer la grande réunion mixte prévue en juin entre les 2 pays, et ce, pour le mieux-être de leur population. Pour ce faire, ils se sont engagés à renforcer leurs relations diplomatiques. La partie ivoirienne dit avoir mis l'accent sur les questions de la défense, de la justice, du tourisme et de la communication. Quant à l'hôte de Charles Kofi Dibi, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Royaume du Maroc, Saad Eddine El Othmani, il dit avoir exploré les domaines de l'industrie, du transport, des eaux et forêts et des infrastructures. Il y avait des discussions entre les ministres marocains et leurs homologues ivoiriens pour mettre en place de nouvelles idées de coopération, de nouveaux projets concrets. Et heureusement, aujourd'hui, maintenant, on a devant nous une visibilité en ce qui concerne l'avenir des relations bilatérales entre les 2 pays dans les différents secteurs. On a exploré presque tous les secteurs qui intéressent le Maroc ou les secteurs qui intéressent la Côte d'Ivoire. C'est un travail de plusieurs mois qui a été fait pendant quelques jours. Il se félicite de l'avenir certain de la coopération bilatérale entre les 2 pays. Le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mombré, est en France depuis quelques jours dans le cadre d'une mission de coopération sur le développement et l'aménagement urbain. Objectif, améliorer les conditions de vie des populations du district d'Abidjan. David Mobio nous en parle. C'est à la mairie de Bordeaux, commune du sud-ouest de la France, préfecture du département de la Gironde, dans la région d'Aquitaine, que le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mombré, a été reçu par Alain Juppé, réélu maire de Bordeaux en 2008.
Les entretiens ont été essentiellement consacrés à la coopération décentralisée entre Abidjan et Bordeaux, 5e métropole la plus peuplée de France. Il a été question de coopération en matière de développement et d'aménagement urbain, de salubrité urbaine, de transport public et de mobilité urbaine par l'exploitation du tramway et le transport par voie lagunaire. Il est bon de préciser que la ville de Bordeaux, chef-lieu de la région d'Aquitaine, et son agglomération possèdent un important réseau de transport en commun. Le gouverneur Begré Mambé et Alain Juppé ont parlé de la participation de la Côte d'Ivoire à la Foire internationale de Bordeaux qui aura lieu du 18 au 26 mai prochain avec comme invité d'honneur le président Alassane Ouattara. Au programme de cette étape de Bordeaux, des visites de terrain, l'usine de traitement des déchets, le bureau des congrès et expositions en charge de l'organisation de la Foire internationale de Bordeaux. Visite également de la Chambre de commerce et d'industrie en compagnie des membres du club des entreprises Bordeaux-Afrique. Ont aussi reçu la visite du gouverneur du district d'Abidjan, les ateliers d'exploitation et de maintenance du tramway et le pont Jacques Chaban-Delmas, inauguré et mis en service récemment par le président français François Hollande. Dans cette mission de coopération décentralisée, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Charles Gomis, était aux côtés du gouverneur du district d'Abidjan. C'est la fin de ce journal, mais retenez que demain s'ouvre à Abidjan la 6e réunion des ministres de l'économie et des finances, de la planification et du développement économique de l'Union africaine, en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Bonne suite de programme sur RTI 1 et à très bientôt.